signe avait été suivi des faits, absolument. Des faits. C'est en ce moment qu'il y a eu les jets de gaz, la violence a commencé. C'est en ce moment, oui, que les jets de gaz lacrymogène par les policiers et les gendarmes, parce qu'il y avait les deux au même endroit, policiers et gendarmes, c'est en ce moment qu'ils ont lancé des gaz pour disperser le petit groupe. Très bien. Alors, vous avez quitté les lieux pour rejoindre les leaders, ce Jean-Marie Doré. Vous confirmez que, en cours de route, colonel Keboro est venu vous trouver également? Oui, je le confirme, oui. Il est venu trouver les leaders qui étaient bloqués par un cordon de sécurité de la police. Il était avec 2 pick-up de gendarmes. Il était en ce moment maintenant avec deux pick-up de gendarmes. Il n'était pas avec les policiers également? Non, j'ai vu des pick-up de gendarmes. Les policiers, c'est eux qui avaient bloqué les leaders. Alors, quel temps s'est écoulé entre votre rencontre avec le colonel Keboro et à Dixine et votre nouvelle rencontre avec lui en allant chez Jean-Marie Doré? Ça s'est écoulé combien de temps? 1 heure, 30 minutes, 40 minutes? Bon, vous savez, monsieur le procureur, j'ai souvent entendu dans ce procès la notion du temps pour un événement comme ça, c'est extrêmement difficile. Parce que quand l'arme, quand ça tire, quand ça lance du gaz lacrymogène, quand il y a la débandade, vous ne pensez pas au temps, mais vous pensez plutôt à votre sécurité, à vous sauver. Mais probablement, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Okay. Donc 45 à 1 heure de temps. Oui. Je sais que vous avez suivi souvent ce procès. Colonel Keboro déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui. Il était en civil. C'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul. Il déclare qu'à cet endroit, il est allé à son domicile. Il était en civil pour se retourner après. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je n'ai pas, monsieur le procureur, je n'ai pas suivi tous les mouvements. Si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel, j'aurais menti. Et je ne suis pas là pour mentir. Mais j'ai vu le colonel Keboro dans 2 endroits distincts, précis. Au niveau de la 2e porte d'entrée, le premier endroit, c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe au niveau, un peu avant la pharmacie Manizé. Il était en tenue, il portait son béret vert, il était accompagné de son garde qui avait un béret qui portait un béret rouge et qui était armé. La 2e fois que je l'ai vu, c'était au niveau de la 2e porte d'entrée de l'université, et à ce niveau-là, il était en tenue militaire, il était accompagné de gendarmes, de pick-up de gendarmes. Il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes, d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau, pratiquement au niveau de la pharmacie Manizé. Il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés là. Alors, à cet endroit, il était toujours dans l'exercice de dissuader. Et vous avez tenu une déclaration ici, devant ce tribunal, quand il a proféré des injures à l'encontre des manifestants. Vous le confirmez? Je le confirme. Cela voudrait dire qu'il était dans la logique de la violence, n'est-ce pas, à travers ce propos? Bon, je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence, mais en tout cas, il était dissuasif, parce que quand je parle de dissuasion, et non pas de sensibilisation, puisque la dissuasion suppose, disons, la menace. Il y a une menace, il y a de l'intimidation. La sensibilisation, c'est plutôt, on fait prendre conscience, on explique, on essaye de faire prendre conscience à la personne. Il n'y a pas de menace ou de force derrière. Mais voilà, donc c'est pour ça que je parle de dissuasion, mais je ne peux pas dire que voilà, il était dans la logique de la violence. Mais en tout cas, les propos qu'il a tenus, quand il a dit celui qui parle encore, c'est mal l'expression, celui qui parle encore, je lui rentre dedans. Ça, il a dit. Donc il tenait, selon ces propos, l'interprétation que nous tirons de ce propos, il était dans la logique de vraiment passer par des manœuvres
afin que la manifestation là n'ait lieu, n'est-ce pas? Absolument. Il ne voulait pas qu'il y ait manifestation. Il ne voulait pas que la manifestation ait lieu. Il voulait empêcher la manifestation. Alors, ça, c'est évident. Ça, je peux le confirmer. Alors, je vais revenir sur votre présence dans l'enceinte du stade. Vous confirmez que vous avez été sauvé par un haut gradé lorsque le soldat voulait vous assommer, vous faire du mal. Oui, je le confirme. Alors, vous dites que vous avez reconnu un certain nommé Kati qui appartenait à la garde présidentielle. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est pas au même endroit et Kati n'appartenait pas à la garde, mais plutôt au protocole d'État. Au protocole d'État. Oui, oui, oui. Mais il était très proche, selon vous, il était proche de président à l'époque. Oui, mais le nommé Kati. Mais Kati, ce n'est pas à l'intérieur du stade. Vous l'avez rencontré où? Non, c'était au niveau, c'est le dernier épisode, lorsque je vous ai dit que le policier nous a accompagnés jusqu'à la sortie du stade, jusqu'au grand portail, et que entre le grand portail et au niveau de l'esplanade du stade et la route qui continue sur Donka, pour traverser là-bas, je vous ai dit que, voilà, je suis allé vers un militaire, une femme militaire, très grande, que je ne connais pas, à qui je demandais de nous aider à traverser. Elle a pris son arme de façon horizontale et nous a poussé, dégagez, dégagez, dégagez. C'est lorsqu'on a traversé la route, c'est à ce niveau-là que j'ai vu Kati. Mais Kati, c'est un civil qui était du protocole de la présidence. Il faisait partie des membres du protocole, mais ce n'est pas un militaire. D'accord. Alors, dans l'enceinte du stade, vous confirmez avoir vu les corps en grand nombre? Oui, je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Est-ce que vous avez vu des femmes qui se faisaient traîner pour les violer? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Dans l'enceinte, quels sont les corps que vous avez reconnus, de la gendarmerie, de la police, des militaires? Vous avez reconnu quel corps? Écoutez, dans l'enceinte, moi ce que j'ai vu, parce que comme je vous le dis, j'étais j'avais quitté la pelouse. J'étais derrière la tribune couverte, entre la tribune couverte et le palais omnisport. J'étais à ce niveau-là, quelque part, là-bas, arrêté. Donc, de là où j'étais, c'était peut-être un peu difficile de voir tout ce qui se passait, c'est clair. Mais évidemment, j'ai vu des militaires. Ce que j'ai vu, ce sont des militaires. Je n'ai pas vu à l'intérieur là des policiers. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez vu des gendarmes qui étaient abolis? À l'intérieur, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, parce que vraiment c'était assez difficile, c'était des militaires. C'était des militaires. C'était des militaires. C'était des militaires. Et qui tiraient à tout. Le coup qu'on vous a administré au niveau du bras, et vous dites que c'est un élément de la gendarmerie qui portait le body noir. Absolument. Qui avait un poignard à main. Oui, non, il a sorti le poignard de sa poche. Il ne l'avait pas à main, mais il l'a sorti de sa poche. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez que c'est un élément de la gendarmerie qui appartenait au colonel Keboro? Parce que c'est ces éléments qui portaient le body noir. Oui, 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 ça je le confirme. Vous le confirmez? Je le confirme. Et c'est lui qui est l'auteur de ce coup? Absolument. Également, vous avez parlé d'un haut gradé. Un haut gradé qui vous a sauvé. Oui. Vous le reconnaissez ou... Non, non, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne le connaissais pas, mais... Lui, il nous avait vu à la baie parce que le capitaine Dadis était content. Il a dit, ah, mon frère Amadou de la BBC et Moukta de RFI sont là. Le monde entier saura ce qui s'est passé au Fouta. Donc, lui, il nous a vus à la baie parce qu'il était à la baie. C'est pour ça qu'il a dit non, laisse-les, je les connais, c'est des journalistes, on était ensemble à la baie. Mais même si vous l'amenez ici, je ne peux pas l'identifier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs. Monsieur Amadou Diallo. Oui. Moi, je voudrais tout d'abord vous témoigner toute notre compassion. Merci, maître. Par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Merci bien. Et également vous féliciter parce que vous êtes un grand journaliste.
Merci. Durant des années, vous nous avez vraiment bien bercé avec vos reportages. Merci beaucoup. Et je vais continuer donc à vous poser quelques questions de précision. Et vous dites que colonel Tchebro, il a dit à M. Sidya Touré qu'il était présent aux côtés du président Dadis lorsqu'il échangeait au téléphone. Oui, oui, oui. Vous le confirmez? Oui, je le confirme, oui. Je le confirme et j'ai même l'enregistrement. D'accord. Oui, j'ai l'enregistrement, je le confirme puisque... On peut avoir cet enregistrement? Oui, absolument. Monsieur le Président, voilà le matériel que j'ai utilisé le 28 septembre. C'est le micro, il est à Vachy maintenant. Et c'est l'appareil, c'est un appareil Marantz. Le jour du massacre, c'est ce matériel-là que j'avais. C'est avec lui que j'ai enregistré tout ce que j'ai enregistré. Et j'avais enregistré avec cet appareil. Et ce micro, le colonel Tcheboro, quand il disait à Sidya, ce n'était pas 1 heure, j'étais assis à côté. J'ai l'enregistrement sur clé USB et sur d'autres supports, aussi sur mon téléphone. Monsieur le Président, avec votre permission, on peut mettre cet enregistrement à la disposition du greffe? Oui, vous allez le passer au conseil qui pourront le mettre à la disposition du tribunal. Nous en avons besoin. D'accord. Merci. Je vais continuer. En dehors du colonel Tchebro, est-ce que vous avez remarqué la présence d'autres officiers plus gradés ce jour au stade ou vers l'université? Pour vous dire la vérité, non, je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué. Ce que j'ai vu, celui que j'ai vu, c'est le colonel Tcheboro. Le seul? C'est le colonel Tcheboro que j'ai vu. D'accord. Et vous dites que le plus gradé aussi avait tabassé un manifestant sous vos yeux. Ah, il était violent aussi, il était très violent lui-même. Il était très violent. C'était un béret rouge? C'était un béret rouge. Il était violent aussi. C'est lui qui nous a sauvés. Vous avez pu voir son grade? Non, malheureusement non. Honnêtement, monsieur le procureur... oui, c'était pas facile. C'était quasiment impossible d'observer quelqu'un jusqu'à ce point. C'était très difficile. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Oui. Vous pouvez faire une estimation du nombre de morts? Une estimation? C'est difficile de faire une estimation puisque, comme je vous l'ai dit, la violence, lorsqu'on sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir le nombre, les victimes. Lorsque le policier nous sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir, on enjambait pratiquement les victimes, les morts, les personnes qui blessaient, qui criaient à l'aide, qui souffraient, que vous ne pouviez pas assister, mais c'était impossible de pouvoir dénombrer, compter. Non, vous ne pouvez, non. Là, en ce moment précis, c'était pas ça ce qui nous venait en tête. C'était pas ça. D'accord. Mais ils étaient nombreux les morts, parce que, en tout cas, le papier que j'ai fait ce jour-là, c'était 87 morts, c'était des sources, comment on appelle ça, hospitalières. C'était 87 morts. D'accord. Ce jour-là. D'accord. Et toutes les issues du stade étaient fermées, bloquées, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Oui, les issues étaient fermées. Comment on pouvait le savoir? Je n'ai pas parcouru tout le stade. Mais à mon avis, c'était facile de savoir que les issues étaient fermées parce que les gens couraient dans tous les sens. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui partait par là et qui revenait par-ci, qui partait par là. Donc, ça voulait dire qu'il y avait des issues qui étaient fermées. Il n'y avait pas de passage. Oui, il n'y avait pas de passage. Non, il n'y avait pas de passage. Mais le grand portail était ouvert. Et on pouvait sortir par là. Moi, je suis sorti par le grand portail. Et je vous ai dit que je suis un miraculeux, c'est un chanceux. Malgré tout, hein,
parce que je suis sorti aussi escorté là-bas. Et tout le monde se ruait vers ce grand portail-là. Oui, beaucoup de personnes tentaient de passer par ce grand portail, mais il y avait aussi, j'ai même vu un mur non loin de ce grand portail qui était un mur adjacent au commissariat qui avait été pillé, brûlé, je crois qu'un mur qui s'était effondré. Oui, je pense que sous la pression des manifestants qui cherchaient le passage à tout prix, je pense qu'il y a un mur qui s'était effondré. D'accord. Et pour vous, ce carnage-là, ces massacres, quelle est l'impression que ça vous a donné? Non, c'est la tristesse, c'était dommage, c'était triste, c'était malheureux parce que je suis en train de faire un livre, de rédiger un livre autobiographique sur ce que j'ai vu depuis que je couvre l'actualité guinéenne, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale, parce que journaliste de la BBC et même avant de la RTG, depuis 1986, j'ai intégré la RTG en 1986, j'ai commencé à couvrir l'actualité politique guinéenne, à observer cette actualité. Donc je suis en train de faire un livre autobiographique et je dis que ce qui est arrivé au stade, c'était lamentable puisque ça n'aurait pas dû arriver, étant donné que c'était juste une manifestation et qu'il fallait laisser les gens aller manifester. Ce jour-là d'ailleurs, il n'y avait même pas de sonorisation, aucune disposition n'avait été prise, donc Sidia ne pouvait pas se faire entendre, Selou ne pouvait pas se faire entendre, Mouktar Diallo, François Fall, Jean-Marie Doré ne pouvaient pas se faire entendre, personne ne pouvait se faire entendre. Donc les leaders et leurs militants allaient se retrouver là, ils allaient chanter, danser et prier aussi, mais après ils se seraient retournés à la maison sans rien. Donc je dis, c'était pas une idée intelligente de la part des militaires de se déployer là et d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Sincèrement, c'est déplorable. Voilà. Est-ce qu'un seul manifestant était armé? Non, j'ai pas vu de manifestants armés, mais j'ai vu des manifestants qui jetaient des projectiles sur les gendarmes et les policiers. Ça, je l'ai vu aussi. D'accord. Oui. Et vous dites que les rues étaient désertes. Totalement désertes. Lorsque vous avez oublié votre sac. Oui. Et les jours qui ont suivi, oui, les rues étaient toujours désertes. Les jours qui ont suivi aussi, les rues étaient désertes, monsieur le procureur, puisque, comme vous le savez, la chasse à l'homme avait continué. Les militaires étaient toujours visibles. Les militaires étaient toujours visibles, c'est eux qui étaient visibles. Et j'ai une collègue, une consoeur qui s'appelle Ophébia Quist-Acton, qui travaillait pour NPR, la radio nationale américaine, NPR, National Public Radio. C'est la radio qui est écoutée partout aux États-Unis et qui travaillait aussi pour la BBC. Elle m'a dit à Dakar et dans ses reportages qu'elle avait fait aussi pour la BBC, j'ai les audios là aussi, parce que j'ai tous les audios, tout ce que j'ai dit sur le 28 septembre, sur le massacre, tout ce que j'ai fait, reportage, tout ce que j'ai fait, j'ai tout ça avec moi, je n'ai rien perdu. Et donc elle m'a dit que après le massacre, elle était venue à Conakry. Effectivement, elle était venue à Conakry faire des enquêtes. Et elle m'a dit, et elle le dit aussi dans une interview qu'elle a accordée à la BBC, que j'ai, que des femmes lui ont dit que dans une villa, pendant 5 jours au moins, des femmes avaient été regroupées dans une villa et violentées, violées. Elle avait fait beaucoup de témoignages sur ça. D'accord. Vous dites pendant 5 jours au moins? Oui, pendant 5 jours au moins. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux hôpitaux? Des corps avaient été retirés des hôpitaux, des morgues, des blessés également. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça? Monsieur le procureur, les hôpitaux étaient débordés.
Les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments, systématiquement. Ça, je le dis de source hospitalière, puisque c'est ce que j'ai dit ce jour-là. Les hôpitaux sont débordés et manquent de médicaments. Et dites-nous comment votre confrère avait été sauvé au débarcadère de l'Andrea. Monsieur le procureur, lorsqu'il y a eu le massacre, que la débandade, que la panique, que la psychose, que l'hécatombe s'est installée, chacun se cherchait. C'était le sauve qui peut. Lui s'est retrouvé au débarcadère de l'Andrea. Lorsqu'il a vu arriver une bande de ces jeunes qui portaient les t-shirts bleu ciel, il a eu peur, il était déjà apeuré. Et il y a un coiffeur qui était à côté de lui, qui avait installé un atelier de coiffure, un atelier de fortune de coiffure, qui a vu son désemparement et qui l'a attiré vers lui. Et le coiffeur l'a fait installer immédiatement sur la chaise et a commencé à le coiffer. La bande de jeunes est arrivée vers eux et ils ont commencé à crier, à demander c'est quoi, et c'est le coiffeur qui a dit en sous-sous, c'est mon client, vous voyez, ils sont en train de le coiffer. Et le coiffeur l'avait coiffé. Il a quitté là-bas coiffé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Monsieur le procureur. D'accord. Il est là, il est vivant. Il peut venir à cette barre témoigner. D'accord. Et vous le connaissez très bien, puisque c'est un journaliste qui est célèbre aussi. D'accord. On ne va pas vous obliger à dire son nom. Et à l'abbé, au niveau de la station, qui avait pompé l'essence à la place du gasoil dans le véhicule du président Dadis? Non, j'ai appris l'histoire, j'étais à l'abbé, mais je ne peux pas vous dire qui a fait. Non, je ne peux pas le dire, parce que je n'étais pas là-bas, honnêtement. Mais je connais l'histoire, je l'ai apprise, mais je ne peux pas vous dire qui l'a fait. Et donc, en ce moment précis, vous n'étiez pas en compagnie de M. Mouktar? Parce que lui, il a été assez ferme là-dessus. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est le capitaine Dadis lui-même qui est sorti de sa voiture pour pomper l'essence, ou si c'est un pompiste du jour qui a pompé l'essence au lieu du gasoil et qu'après le capitaine est descendu de sa voiture pour pomper. Je ne peux pas le dire, mais ça s'est passé à la baie. De toute façon, quelqu'un a pompé du carburant. D'accord. Et l'argent qu'on a pris avec vous, c'était combien? Monsieur le procureur, honnêtement, ce n'était pas ce qui m'intéressait en ce moment précis. C'était de me sauver ma sécurité et la sécurité de mon matériel que je vous ai montré là. Et que j'ai pu garder pendant toutes ces années. C'était ça ma préoccupation, ce n'était pas l'argent. Vous ne vous en souvenez plus? Non, je ne m'en souviens pas. Ce n'était pas une préoccupation, franchement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport au charnier? Par rapport au charnier, c'est des appels téléphoniques, puisque comme je vous l'ai dit, à partir du moment où mon reportage a été diffusé, la garde a commencé à me traquer, je ne travaillais plus. En accord avec la BBC, j'avais mis un terme au travail, j'étais en clandestinité. Mais évidemment, ceux qui ont l'habitude de m'appeler, qui savent que je suis correspondant, ne savent pas dans quelle situation je vivais, j'étais, et ils continuaient de m'appeler. Donc j'ai reçu des appels sur les charniers, sur les disparus. Il y a eu des charniers, il y a eu des disparus, mais je ne les ai pas vus. Je ne pouvais pas les voir en ce moment précis. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui me préoccupait, c'était ma sécurité. Mais le 2 octobre, vous savez, les corps ont été restitués le 2 octobre. Le massacre a eu lieu le 28 septembre. Et le 2 octobre, à la grande mosquée Faisal de Conakry, les corps ont été restitués. Des corps ont été restitués. Mais ce n'était pas, je crois, tous les corps. Il y avait une 50aine de corps. Les Nations Unies, le rapport des Nations Unies parle de 157 morts. J'avais rencontré aussi les enquêteurs des Nations Unies à Dakar. 157 morts.
pas mort. Mais c'est une cinquantaine de corps qui ont été ressuscités ce jour-là. Et c'est le fait que les gens, les parents des victimes, sont venus pour récupérer leur corps, le corps de leurs victimes, de leurs morts, et qui n'ont pas pu retrouver ces corps-là, c'est ce qui avait engendré la tension ce jour-là. Et les gens se sont attaqués au ministre Koutou Boussano. Et je pense même que ces habits avaient été déchirés. Et la police a lancé des gaz lacrymogènes, même à l'intérieur de la mosquée. C'était un vendredi, le 2 octobre. Donc il y a eu des disparus, oui. Pour le moment, merci Monsieur le Président. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci bien. Merci. Pour Merci votre beaucoup. audition. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, nous allons terminer par votre déclaration de constitution de partie civile que vos avocats avaient déposée au greffe de la juridiction. Là-dedans, je m'intéresse à un petit détail. Le bus qui a stationné, duquel est sorti des jeunes gens qui étaient habillés en tenue Chelsea, tenue bleue, vous avez dit, de l'équipe de football anglaise Chelsea. Oui. Est-ce que c'était en votre présence? Non, ce n'était pas ma présence. Personnellement, je n'ai pas vu le bus. Mais le bus a été vu par un ami, un journaliste, un confrère qui est crédible, qui travaillait pour la West Africa Radio Démocratie, basée à Dakar, qui couvrait aussi l'événement. C'est lui qui a vu le bus. Vous n'avez pas vu ces jeunes gens-là, vous, personnellement? Personnellement, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Un petit détail, dans l'enceinte du stade, vous avez dit que vous étiez à l'attente de l'appel de BBC Londres. Oui. Il était 11h40 parce que vous devriez passer aux alentours de midi. Oui. Vous êtes venu sous un cocotier, si mes notes sont bonnes. Oui, c'est exact. Et là, vous attendiez l'appel jusqu'à midi et quelques. Midi 20. Midi 20. Vous avez dit que c'est en ce moment que les tirs ont commencé. Oui, moi c'est en ce moment que j'ai entendu les tirs. Ces tirs-là, c'était des tirs de gaz lacrymogène ou bien c'était des tirs à balles réelles, si vous en faites la distinction, bien sûr? Je pense qu'au début, c'était des tirs de gaz lacrymogène. Mais après, c'est des tirs à balles réelles. C'était des tirs à balles réelles. Les militaires étaient armés, ça tirait partout. Le militaire qui nous a agenoués, Mouktar et moi, avait un PMAK. Il était armé. C'était des tirs à balles réelles. Donc vous êtes formel que Je suis formel. les tirs ont commencé aux alentours de midi 20. Aux alentours de midi 20. J'ai attendu l'appel jusqu'à midi 20. Puisque ça ne passait pas, ça ne venait pas, je me suis découragé. Mais c'est entre-temps que j'ai entendu les tirs. Dans cette attente-là, c'était la débandade, le sauve qui peut. Vous aviez vu des gens qui tombaient sous l'effet des balles reçues. Vous en aviez vu, n'est-ce pas? J'ai vu. Vous avez vu des personnes qu'on violentait et d'autres qui étaient blessées. Est-ce que vous aviez vu à l'intérieur des gens qui détenaient des machettes ou des couteaux tout au moins, à l'exception du gendarme qui s'est servi de son couteau, tenant la lame et qui vous a assommé avec le bout de la manche? De machette, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de machette, monsieur le procureur. De planchettes, d'autres disent avoir vu des planchettes. Des journalistes disent avoir vu des planchettes. Moi, je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est des fusils, les PMAK, les Kalachnikov, c'est des poignards. Puisque celui qui m'a assommé au niveau de la main droite, il l'a fait avec un poignard. Ça, il y avait des poignards. Les gendarmes avaient des poignards. Mais certains les tenaient et d'autres les avaient empochés. Il y avait des poignards. Ça, c'est formel. Bien. Toujours sous le cocotier, vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes? Monsieur le procureur, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu des cris de détresse de femmes. Mais j'étais un peu distant, j'étais un peu loin
disons, de l'endroit dont certains disent que les femmes ont été violées, c'est-à-dire le palais Omnisport. J'étais un peu distant, j'étais un peu loin, j'étais plus proche de la tribune. Sous le cocotier, là, j'étais un peu plus proche de la tribune couverte. Quand on vous exfiltrait de l'intérieur du stade, vous n'avez pas vu de femmes dénudées pendant tout le long de votre parcours? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu, monsieur le procureur, je n'ai pas vu. À l'esplanade du stade du 28 septembre, vous n'en avez pas vu non plus? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. À l'esplanade, j'ai vu des militaires surexcités, déchaînés, qui s'en prenaient à tout le monde, mais de femmes violées sur le coup, je n'ai pas vu. Mais quand je dis, excusez-moi, que je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, ça a existé, parce que j'ai vu même des femmes violées à Dakar après, parce qu'il y en a qui étaient partis à Dakar, j'en ai vu là-bas. Très bien. Alors, puisque vous étiez plus ou moins une personne connue, j'imagine que beaucoup de citoyens, ou tout au moins des personnes, avaient votre numéro de téléphone. Oui. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient confiés à vous, bien que vous étiez en clandestinité, vous aviez cessé de votre service habituel à la BBC? Est-ce que vous avez reçu des appels vous indiquant qu'il y avait des citoyens qui étaient partis au stade du 28 septembre, donc qu'on ne retrouvait pas? Des gens se sont confiés à vous? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup d'appels de ce genre. Des gens en situation, des gens qui se lamentaient en pleurs. Le jour du massacre, le lendemain, les jours qui ont suivi, des gens qui appelaient. Effectivement, oui, ça, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de personnes qui disaient que mon frère était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, ma femme était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, mon mari était là-bas. Ça, j'ai eu beaucoup d'appels de ce genre, c'est sûr, j'en ai eu. Mais je n'ai pas travaillé sur le sujet à proprement parler. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des confrères comme Ophébi Akut Axton qui a travaillé sur le sujet et qui a fait des rapports de reportage là-dessus. Ce confrère, il est encore vivant? Il est là? Lequel, s'il vous plaît? Ce confrère qui a travaillé sur ce sujet. Oui, mais aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Parfait. Alors, peut-être une dernière question. Tout de suite répondant à une des questions de mon collègue, parlant des charniers, vous avez dit que des personnes se sont confiées à vous. Est-ce que lors de votre conversation, ils vous ont indiqué l'endroit supposé où ces charniers se trouvaient? Bon, moi, le seul endroit dont on m'avait parlé au cours d'appels téléphoniques, effectivement, c'est l'aéroport. L'aéroport? L'aéroport, oui, l'aéroport. D'accord. Oui, derrière l'aéroport, j'ai reçu des appels de gens qui disaient que des camions avaient quitté la morgue de Donka et s'étaient dirigés vers l'aéroport. Ça, oui, j'ai eu ces appels-là. Vous pouvez être plus explicite sur l'endroit, si vous en connaissez bien sûr? Non, je ne connais pas. On m'a dit derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport? Oui, derrière l'aéroport. On m'a dit que des camions de militaires, des militaires ont pris des corps au niveau du stade et au niveau de l'hôpital Donka et que ces camions ont été vus en train de se diriger vers l'aéroport. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est précisément derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Par hasard, c'est pas le nouveau quartier qu'on appelle Faban par hasard? C'est ce quartier-là. C'est bien ce quartier? C'est bien ce quartier. D'accord. Oui. Merci, M. Diallo, pour cet acte civique. Merci beaucoup, M. le procureur. La défense. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Amadou Diallo. Oui, maître. Vous êtes un journaliste de la BBC, à l'époque, en 2009. Et tout le monde connaît que la BBC, c'est une grande radio mondiale, fiable, dont ces informations sont vérifiables, oui ou non? Oui, maître. Bien. Tout à l'heure, à la question de monsieur le procureur d'ici, et vous demandant sur la situation des hôpitaux, vous avez dit que ces hôpitaux étaient débordés
et qu'il y avait manque de médicaments. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez reçu cette information de sources vérifiables ou bien vous-même en personne, vous avez fait un reportage sur ça? Merci beaucoup, maître. Vous avez raison de dire que la BBC, c'est un média crédible. Oui, la BBC, c'est un média très, très crédible même. J'ajoute très crédible. Pendant 13 ans que j'ai couvert pour la BBC l'actualité politique guinéenne, assez violente, assez brûlante. La BBC n'a jamais été démentie. La BBC était au top de l'audimat ici. Quand une information était diffusée par la BBC, on disait c'est la BBC qui l'a dit, donc c'est vrai. Je n'ai jamais été démenti, moi-même. Puisqu'on vérifiait les informations. J'ai dit tout à l'heure que les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments. Je ne suis pas allé dans les hôpitaux. Parce que c'était le jour même du massacre. Et le jour du massacre, ce n'était pas ce qui préoccupait Amadou. C'était d'abord se sauver d'abord, sa sécurité. D'accord. Mais Amadou a parlé avec des médecins qui opèrent, qui travaillent à Donka, notamment, et à Niasdine. Vous savez, maître, les journalistes travaillent aussi avec des sources, hein, les sources d'information. Oui. Justement, c'est cela. Exactement. Voilà. Voilà, donc j'ai travaillé avec des sources d'information, de sources médicales qui disaient clairement qu'ils étaient débordés et qu'il manquait de médicaments. Bien. Est-ce que, au vu, n'est-ce pas, de l'opinion nationale ou internationale, est-ce que cette information dont vous avez relayé avait une source vérifiable? Parce que vous-même, vous étiez dans le collimateur de CDD à l'époque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous étiez recherché, vous étiez menacé à distance avec des téléphones clandestins et autres. Est-ce que vous avez fait un reportage avec des informations précises que les hôpitaux sont débordés, qu'il y a manque de médicaments, les hôpitaux? Maître, ce que je voulais vous faire comprendre, oui, c'est que les journalistes travaillent avec des sources d'information. Dans les sources d'information, vous avez les agences de presse. Vous avez des sources directes et indirectes. Je vais vous expliquer un peu. Dans les sources indirectes, vous avez les agences de presse. Vous avez l'AFP, vous avez Reuters, vous avez UPI, vous avez EPI. Ce sont de grandes agences qui emploient des milliers de personnes. Lorsqu'un journaliste s'arrête ou s'assoit dans un studio, ici, un présentateur, et que vous l'entendez dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes au Maroc des suites d'inondations, non, des suites de tremblements de terre, le journaliste lui-même n'est pas allé au Maroc. Mais il a travaillé sur des informations traitées par d'autres journalistes qui sont au Maroc, par des agents de presse donc. Si le média en question n'a pas de correspondant là-bas, ça c'est des sources d'informations directes. Mais est-ce que parce que le journaliste n'est pas allé à Rabat, n'est pas allé à Kenitra, à Fès, à Tanger ou à El Ayoun, l'information qu'il diffuse n'est pas vraie ou n'est pas crédible? Non. Nous travaillons avec des sources. Et dans les sources directes, vous avez les témoignages. Lorsque j'appelle un médecin qui opère, qui travaille à Donka pour lui demander quelle est la situation à Donka, dans les urgences, s'il me décrit la situation, c'est une source, je connais la personne, c'est une source crédible, puisque nous n'interrogeons pas aussi tout le monde. Et cette source-là, c'est l'information, c'est moi-même qui la collecte, vous comprenez? Et ça, c'est une source crédible, c'est une source légitime que je peux utiliser. Mais nous prenons la précaution de dire selon des sources médicales. Nous prenons cette précaution. On ne s'approprie pas l'information. Comprenez ça. On ne s'approprie pas l'information. On se détache de l'information. On n'en fait pas, on ne s'identifie pas à l'information. D'accord. Ça, c'est une précaution importante que nous, journalistes, nous faisons. En tout cas, qu'à la BBC, nous faisons. Vous savez, ce n'est pas à vous, maître, que je vais
distingués avocats, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, que je vais dire, c'est pas à vous que je vais dire que peut-être même les avocats, cette distance vis-à-vis de l'information, et pour vous, je dis cette distance vis-à-vis de vos clients, ce n'est pas à vous que je vais, des professionnels, des praticiens du droit, depuis des lustres, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que, oui, que peut-être vous-même, vous devez prendre un peu de distance vis-à-vis de vos clients. Non, je sais que vous le savez. Laissez-moi vous rapporter une petite histoire à ce niveau. Oui. Un de vos collègues, qui est guinéen, qui est inscrit au barreau de Paris, il m'a dit, il était à ses débuts et il avait défendu quelqu'un qui était accusé de viol. Et il avait défendu becs et ongles. Parce que le détenu, le prévenu ou l'accusé lui avait assuré qu'il n'était pas l'auteur du viol. Il a défendu. Il était à ses débuts. À la fin du procès, il écope de 2 ans de prison ferme. Et votre confrère, il dit à l'accusé qui vient d'être condamné, il dit je vais interjeter appel. Et l'accusé lui dit non. Le condamné maintenant lui dit non, c'est pas la peine. Il dit mais pourquoi? Il dit oui, parce que je suis l'auteur du viol. Et depuis ce jour, m'a dit cet avocat, il a pris une distance vis-à-vis de ses clients. Il n'a jamais plus accepté de s'identifier à son client. Alors l'identification, nous journalistes aussi nous le faisons. Et les Canadiens appellent ça l'assaise si vous voulez, de distanciation. Vous prenez cette distance. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long. Et pourtant, ce confrère, il a fait son travail, sauf qu'il n'avait pas une obligation de résultat. Donc, je passe. Alors, lorsque vous faites état des hôpitaux, vous mettez en évidence les 2 hôpitaux nationaux, non? Donc, à Ignazdine. Donc, à Ignazdine, oui. Oh, est-ce que vous savez, vous, en votre qualité de journaliste à l'époque, qu'il y avait plus une vingtaine de structures sanitaires qui ont été mises en place à contribution pour la réception des blessés et des corps? Maître, dans mes reportages que je détiens encore, oui, j'ai dit les hôpitaux débordés manquent de médicaments. Les hôpitaux débordés manquent de médicaments et de comment ça s'appelle? Les hôpitaux débordés manquent de médicaments. D'accord. Les hôpitaux, quand on parle ici d'hôpitaux, pour la Guinée, à l'époque, c'était Ignazdine et Donka. C'était pas le CMC de Ratoma, c'était pas le Flamboyant. Non, c'est Donka Ignazdine. Et la grande masse des personnes victimes de ces violences ont été acheminées directement par la Croix-Rouge vers ces hôpitaux-là, et non vers les centres de santé. Bon, d'accord. Je reviendrai après cela, mais ce que je voudrais savoir, M. Diallo, oui, en ce qui concerne les structures sanitaires qui étaient mises en place ce jour-là, il y en avait 23. Vous donnez l'information selon laquelle que ces hôpitaux étaient en manque de médicaments, sans se déplacer, sans avoir un reportage strict là-dessus. Non, maître, vous savez, il y a un auteur français qui dit je ne sais pas l'art. Je voudrais terminer, s'il vous plaît. D'être clair pour celui qui ne veut pas entendre, pour celui qui ne veut pas écouter. Je vous ai dit comment les journalistes travaillent, comment nous travaillons. Nous travaillons avec des sources. Nous travaillons avec des sources d'information. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Oui, je voudrais simplement savoir, est-ce que, selon lui, cette information qu'il a reçue, il l'a relayée au niveau de la BBC, étant donné que la BBC, c'est une radio fiable. Mais, maître... La question, s'il vous plaît, quelle est la question? Monsieur le Président, j'ai demandé, est-ce que cette information a une source crédible? Il a déjà répondu à cela, mais une autre question maintenant. D'accord. Alors, comme c'est répondu, je voudrais savoir, par rapport au charnier, à la question de monsieur le procureur, on vous a demandé, est-ce que vous avez des informations relativement au charnier? Et vous avez donné l'information selon laquelle que vous n'avez pas une source fiable. Et que, mais par contre, une personne vous aurait appelé pour vous dire que c'est derrière l'aéroport.
Vous confirmez cela? Non, je n'ai pas dit une personne. Des personnes m'ont appelé, puisque j'étais déjà dans la clandestinité et que je ne travaillais plus, mais ceux qui avaient l'habitude d'appeler Amadou pour dire qu'ils sont victimes de ceci et de cela, ils m'ont appelé. Ils ont continué d'appeler pour dire qu'ils n'ont pas vu leurs parents, qu'ils n'ont pas vu leur papa, qu'ils n'ont pas vu leur maman, ainsi de suite. En parlant des disparus, en parlant des charniers, c'est la même chose. Là aussi, j'ai reçu des appels de personnes qui disent avoir vu des camions militaires se diriger vers l'aéroport et que ces camions militaires transportaient des corps. Oui. Ça, je le confirme. Vous confirmez? Oui. D'accord. Et cette information, vous l'avez renvoyée à qui de droit au niveau de la BBC? Puisque votre objectif principal sur cet événement-là, c'était de donner des informations à la radio. Mais je vous ai dit, maître, à partir du mardi 29 septembre, je n'ai pas travaillé. Ah, d'accord. À partir du mardi 29 septembre, je n'ai pas travaillé. J'ai quitté ma maison précipitamment la nuit, tard la nuit, le mardi 29 septembre. Je n'ai plus travaillé jusqu'à ce que je quitte Conakry, la famille et moi. Et ça, c'était le 29 octobre, jour pour jour. Le massacre a eu lieu le 29 septembre. Et le 29 octobre, j'ai quitté avec la famille la Guinée. Pendant le mois là, je n'ai pas travaillé. D'accord. Ma dernière question, vous étiez présent à la cérémonie de restitution des corps à la mosquée Faisal? Non, je n'étais pas présent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Amadou. Merci, maître. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, maître. Je voudrais d'abord, avec la permission de Monsieur le Président, m'imposer ce devoir de partager votre peine, vous féliciter également de votre professionnalisme quand même, toute ma compassion pour le traumatisme et les préjudices que vous avez subis. Merci beaucoup, maître. Bien. Parlant donc de monsieur colonel Tchegoro, ce qui m'intéresse beaucoup, je voudrais d'ores et déjà vous dire que moi je vous pose les questions en tant que partie civile et non en tant que journaliste de la BBC. Vous êtes d'accord avec moi? Ici. Bon, partie civile et journaliste, parce que c'est un journaliste qui a été violenté. Est-ce que le fait qu'un journaliste violenté devienne partie civile, est-ce que ça pose problème? C'est un journaliste qui a été violenté. Bien. Et toujours avec la permission du président, nous nous sentons heureux lorsque nous avons une partie civile qui comprend très bien notre mission. Et la conversation peut être audible. Dans ce cas, vous avez dit qu'en s'adressant à un petit groupe de jeunes, si je reste fidèle à votre récit, colonel Tchegoro a fait un geste. Il a remué sa tête. N'est-ce pas? Oui, je le confirme. Bien. Et en toute honnêteté, puisque vous le savez, nous sommes devant le tribunal criminel, qui n'a besoin que de la précision pour asseoir sa conviction. Vous, quelle interprétation, en toute honnêteté, vous donnez à ce geste de tête? En toute honnêteté. Bon, vous savez, comme je vous l'ai dit, je préfère laisser le tribunal qui déjà fait bien son travail interpréter certains propos ou certains faits et gestes. Mais ce que je dis, c'est que le colonel a fait un geste de la tête et il est parti parce qu'il n'arrivait pas à se comprendre avec les jeunes. Et c'est quand il a fait ce geste, il s'en est suivi des tirs de gaz lacrymogène lancés par les policiers et les gendarmes qui étaient là.
Est-ce que son geste signifie, veut dire aux policiers, allez-y, lancez les gaz? Moi, je laisse le tribunal le soin d'apprécier cela. Et permettez-moi de ne pas l'apprécier non plus. Bien. Et puisque notre rôle, y compris les parties civiles, c'est d'aider le tribunal à faire moins d'interprétations, c'est-à-dire mettre à sa disposition les éléments les plus précis, parce que nous sommes en matière pénale. Selon vous, le fait de penser, laisser le soin au tribunal d'interpréter un geste, est-ce que, amicalement, honnêtement, est-ce que nous ne créons pas d'obstacle au tribunal? Non, non, pas du tout, non, pas du tout. Non, le tribunal est assez aguerri pour ça, maître. Vous savez, moi, je suis journaliste professionnel. Depuis 1988, je travaille, je couvre l'actualité. J'ai rencontré des situations difficiles. Dans mon travail, notamment au niveau de la BBC, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous donnons les faits, nous présentons les faits, les différentes opinions contradictoires. Parfois, on ne juge pas. On laisse à l'auditeur la possibilité de juger, mais sans juger. C'est-à-dire que moi, dans mes papiers, vous n'entendez jamais dire il y a eu le massacre du 28 septembre, c'est dommage, c'est malheureux, la Guinée-Conakry est un événement. Vous n'entendrez jamais ça, parce que c'est une prise de position. Vous entendrez dans mes reportages que je détiens qu'il y a eu le massacre, des personnes ont été violentées, des personnes ont été... et ainsi de suite, ainsi de suite. Je décris les faits, mais je laisse à l'auditeur la liberté, parce que l'auditeur a cette liberté, d'interpréter et de dire ça c'est mauvais, pourquoi les militaires ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Moi je ne le dirai pas. Donc permettez-moi ici encore de ne pas le faire et de laisser à un tribunal déjà suffisamment aguerri de faire cette interprétation. Et ce n'est pas du travail pour le tribunal. Oui, M. Diallo, c'est pourquoi j'ai terminé par dire que je vous pose les questions en qualité de partie civile. Est-ce que vous savez, en tant que partie civile, en tant que victime, ce que vous disiez au tribunal doit venir de vous? Je ne parle pas des reporters, moi ça ne m'intéresse pas. Ce que vous avez subi, c'est ce que vous dites au tribunal, avec des supports qui peuvent être matériels ou immatériels. En tant que victime, pas en tant que journaliste ou reporter, je ne suis pas là-bas, je ne serai pas là-bas. Donc, vous êtes aussi d'accord avec moi que les juges ne sont pas des experts d'interprétation de signes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais en ce moment, ils peuvent faire appel à l'expertise d'un expert pour ça. Oui, oui. Bon, est-ce que, alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est le moment, en tant que partie civile, appuyé par le parquet, que l'interprétation que vous donnez, quand même, que cette interprétation soit accompagnée au moins, vraisemblablement, un rapport d'expertise. Maître, ce que je peux faire, c'est de dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu le colonel Thieboro faire un signe de la tête. Je ne vous apprendrai pas qu'un tribunal travaille avec des psychologues, avec des psychanalystes, avec des économistes, avec des sociologues. Il appartient au tribunal, permettez-moi, d'interpréter le geste du colonel Thieboro que j'ai vu, puisque j'étais à un micro de lui et que j'avais mon micro tendu. Bien, nous allons passer, mais est-ce que vous savez qu'en droit, chez nous ici, c'est la différence entre l'espace judiciaire et l'espace médiatique. Le moindre doute profite à l'accusé. Est-ce que vous le savez? Chez nous, ici. Oui, je le sais. Bien. Mais je ne suis pas là pour... Je l'ai précisé, je le préciserai durant tout le temps ce débat, je ne suis pas là pour incriminer ou pour innocenter. Non, c'est pourquoi... Honnêtement. Oui, c'est pourquoi
j'ai dit dès au départ que nous sommes heureux en communiquant avec vous. Donc si le doute profite au colonel Thieboro, c'est tant mieux pour lui. Bien. Et vous avez également dit que les jeunes, ce petit groupe, votre qualificatif, les jeunes ont applaudi. Vous le confirmez? Je le confirme. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Non, vous savez, le colonel Thieboro, ce n'était pas la première fois que je voyais le colonel Thieboro applaudir. J'ai vu à plusieurs reprises le colonel Thieboro applaudir par des manifestants. Le colonel Thieboro a souvent accompagné ici des leaders politiques qui organisaient des manifestations sans qu'il n'y ait bavure, sans qu'il n'y ait violence, sans qu'il n'y ait mort d'homme. Ça, je le dis à son actif. Oui. Le colonel Thieboro, permettez-moi. Le colonel Thieboro, c'est un officier qui a fait beaucoup de choses pour ce pays. Le colonel Thieboro s'est battu ici contre la criminalité, contre les narcotrafiquants. On l'a vu sur tous les fronts. Le colonel Thieboro, je l'identifie, et lui, de là où il est, il sait, il y a 2 officiers en Guinée qui, pour moi, ont été très utiles à ce pays en termes de lutte contre l'insécurité. C'est le colonel Thieboro et le commandant Ndao. Le commandant Ndao dirigeait l'escadron mobile de Matam. Je ne sais pas ce qu'il devient. Mais s'il est vivant, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect aussi. Le colonel Thieboro, j'ai du respect pour lui. Puisque je l'ai vu sur tous les fronts là. Comme on dit, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Mais ici, on est en train de parler d'un fait précis, des événements du 28 septembre. Donc, le colonel Thieboro, pour revenir à votre sujet, je l'ai vu, il avait été applaudi, c'est vrai. Mais ce qu'il voulait, c'était que la manifestation n'ait pas lieu. Ça aussi, je le dis. Voilà. Bien. Et je voudrais également vous remercier. Et puisque l'objectif, tel que vous l'avez décrit, était pour que la manifestation soit reportée ou que les leaders acceptent de ne pas la tenir, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. L'objectif du travail de M. Thieboro ce jour, Oui. c'était pour ne pas que cette manifestation n'ait pas lieu, n'est-ce pas? Oui, c'était que la manifestation n'ait pas lieu. Bien. M. Diallo, ces actions-là, en toute honnêteté, c'est des actions de sécurité ou de violence? Non, vous savez, Que maître... ce soit la dissuasion, que ce soit la sensibilisation, en toute honnêteté. Non, vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut étouffer les manifestations. Moi, je suis journaliste. Hein. Je suis journaliste dans le sang. Je ne suis pas d'accord, et donc je suis un homme libre. J'aime la liberté. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut étouffer les manifestations, qu'il faut empêcher les manifestations. La santé d'une démocratie se mesure par aussi les manifestations de rue. Amadou Sol peut se lever, s'il est mécontent des coupures d'électricité, Amadou Sol peut se lever, prendre une pancarte, manifester contre EDG. Mais qu'on laisse Amadou partir manifester et qu'Amadou ne casse rien, qu'il rentre tranquillement chez lui. Moi, je pense que ce jour-là, les autorités militaires auraient dû laisser la manifestation se dérouler. D'autant plus qu'il y avait eu auparavant une autre manifestation, cette fois en faveur du capitaine Dadis, au stade là-bas, manifestation que j'avais couvert aussi. J'avais couvert cette manifestation. C'était aussi au stade qui avait été organisé par des gens proches de la junte. Mais je dis par des manipulateurs. Oui, ce sont ces manipulateurs qui ont poussé le capitaine Dadis à aller dans le sens là. Puisque le capitaine Dadis, pour parler de lui, laissez-moi un peu parler de lui. Le capitaine Dadis... C'est bon, une autre question. Merci. Voilà, M. Diallo, à travers vous également, que pensez-vous
l'analyse croisée des parties civiles, certaines qui disent que j'ai vu M. Tchegboro sur la mamba de la police, je l'ai vu en train de faire des gestes avec sa main droite, je l'ai vu en train de faire des gestes même avec ses cheveux. La même personne aux mêmes endroits et au même moment, les leaders avec lesquels il communiquait, à l'unanimité, on dit qu'il s'était adressé à eux dans toute la courtoisie. Vous êtes parmi les élites de ce pays. Que pensez-vous? Non, vous savez, je vous ai dit que je suis en train de faire un livre. Et dans ce livre, je dis, il va paraître probablement bientôt, en tout cas je le souhaite vivement. Je dis, il n'y a pas un 28 septembre. Il y a des 28 septembre. Il y a plusieurs 28 septembre. Il y a des milliers de 28 septembre. Chaque personne, chaque manifestant, ce jour-là, a son 28 septembre. Amadou a son 28 septembre. D'autres, tous ceux qui défilent, qui viennent ici, à la barre de ce tribunal, ont leur 28 septembre. Puisque lorsque ça tire, lorsque ça tue, lorsque l'armée, une partie de l'armée, lorsque des militaires se déchaînent, vous ne pouvez voir qu'une partie de la réalité. Moi, je n'ai vu qu'une partie de la réalité. Donc, j'ai mon 28 septembre. Ceux qui viennent, chacun a son 28 septembre. Moi, ce que j'ai vu, c'est un geste de la tête. Et quand vous dites qu'il s'est adressé au leader avec courtoisie, ça aussi, je ne crois pas. Ça aussi, je vous dis, j'ai ici mes reportages sur cet événement-là, sur cette rencontre, sur cette discussion-là. Quand on dit « Hey, hey », je m'adresse au leader, celui qui parle encore, je lui rentre dedans. Si vous êtes mal élevé, moi je suis bien éduqué. Parlez encore, vous allez voir. Ça c'est de la courtoisie? Non, je vous laisse le soin de tirer votre conclusion. Monsieur Diallo, je répète, les leaders, François Losenfal l'a dit ici, monsieur Keita également, que M. Tchegboro s'est adressé à eux avec la courtoisie. Je ne parle pas des manifestants, je parle des leaders. François Losenfal oui, n'était pas à la porte d'entrée. Je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas qu'il était à la porte d'entrée de l'université, la seconde porte d'entrée. Lorsque les leaders ont été bloqués par les policiers, je ne crois pas que François Fall y était. Bien. Il n'aurait pas parlé comme ça. Revenons-en au terme de votre lettre de constitution, et vous venez de le retirer. Que M. le colonel Tchegboro a dit, je m'adresse aux leaders, oui, aux grands frères, oui, ceux qui parlent, je rentre dedans. M. Diallo, est-ce que vous êtes africain comme moi? Si oui, dites-moi. Si je suis africain comme moi? Oui. Non, peut-être même que je suis plus africain que vous. C'est pas puisque je porte une veste, hein. Je suis plus africain certainement que vous. Bien. Lorsqu'un agent de sécurité, lorsqu'un père de famille, s'adressant à ces exemples que je donne, avec un tempérament chaud, notre propre enfant, si tu n'en vas pas, je te casse les gueules. Est-ce que généralement les gueules sont cassées? Selon vous, le langage africain, le tempérament africain, comme vous le dites, plus que moi, en principe, un tel langage, je suis d'accord avec vous. Moi-même. La question... Est-ce que, comment vous concevez un tel langage en tant qu'Africain, en tant que père de famille, en toute honnêteté? Laissez-le répondre maintenant. Est-ce que le colonel Tchegboro avait besoin de faire tout le déploiement d'énergie qu'il a fait ce jour-là pour empêcher cette manifestation? Est-ce qu'il en avait besoin? Moi je dis non, il n'en avait pas besoin. Il fallait laisser la manifestation se faire, les gens allaient se retrouver à l'intérieur du stade ou à l'esplanade. Il n'y avait même pas de sonorisation, je vous ai dit, il n'y avait rien. Donc les leaders n'allaient même pas se faire entendre. Ils allaient chanter, danser et se retourner. Je vous le dis sincèrement, il n'y avait pas de sono, rien. Non, le colonel n'avait pas besoin de déployer toute l'énergie qu'il a déployée ce jour-là pour empêcher cette manifestation. Oui, M. Diallo, le propos, je m'intéresse au propos type, au propos que vous avez dit.
que vous avez réitéré. Moi, je vous demande, en toute honnêteté, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout passe? N'est-ce pas? En tant que croyant, tout passe, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui. Bien, M. Diallo. Vous êtes aussi d'accord avec moi que ça peut même arriver que Monsieur le Président du tribunal... Pas d'exemple sur le tribunal, s'il vous plaît. Pas un exemple, Monsieur le Président, pas un exemple. Ok. Est-ce que vous savez que ça peut même arriver que M. Moussa Tiboulou Kamara soit installé dans le fauteuil du président, que le président reçoit son serment en qualité de président de la Cour suprême? Ça peut arriver, oui ou non? J'ai pas bien compris, vraiment. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Bien. Peut-être que la question soit plus courte. Ok. Oui. Est-ce que... Voilà, bon, il le dit, hein, soyez précis et concis. Et en toute honnêteté, le propos que vous avez dit, Oui. quelle connotation vous donnez? Le fait de dire... Je m'adresse à mes grands frères, les leaders, celui qui parle, je rentre dedans. C'est de la dissuasion. Merci. C'est de la dissuasion. Je voudrais terminer, Monsieur Diallo. Je suis un peu étonné d'octobre 2009 jusqu'au dimanche avant-hier, où vous étiez, vous constituez partie civile devant le tribunal criminel. Merci, maître, pour cette question. Oui. Je pense que j'ai répondu en partie, ou sinon en totalité, à cette question. J'ai quitté ici en catastrophe. J'étais obligé de m'exiler, d'aller au Sénégal. Et mon séjour sénégalais a duré plus de 10 ans. Lorsque l'inscription était ouverte ici, je n'étais pas là. J'étais parti. Je ne pouvais pas venir non plus. Parce que ma sécurité n'était pas garantie, n'était pas assurée. Parce que j'ai ouï dire que même les juges qui avaient le dossier avaient peur à un moment donné. Il m'est arrivé de venir ici, de quitter le Sénégal et de venir ici. J'ai une petite maison, mais je ne partais pas là-bas. J'allais à l'hôtel ou chez des amis. Parce que ma sécurité n'était pas garantie. Parce que des membres de la junte militaire, ce n'était plus le capitaine Dadis qui était au pouvoir. C'était plus lui. C'était le général Konaté, et après le général Konaté, c'est le professeur Alpha Condé. Mais des membres ou d'anciens membres de la junte militaire étaient encore en activité, occupaient des positions importantes au sein de l'État, au sein de l'administration. Donc la sécurité de Amadou n'était pas garantie. Amadou ne pouvait pas se présenter ici. Pour ça, j'ai observé de très loin ce qui se passait, mais je ne pouvais pas venir pour me constituer. Et vous allez me dire, mais ça fait 1 an que le tribunal siège. Oui. Mais qui pouvait imaginer d'ailleurs que ce procès allait avoir lieu en Guinée? Vous connaissez toutes les péripéties. Vous savez bien qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des moments d'incertitude à propos de ce procès. Moi, j'étais en train de voir, d'observer. Est-ce que la sécurité d'Amadou est garantie? Comment le tribunal va se comporter vis-à-vis des questions, vis-à-vis de la procédure? Lorsque j'ai compris que le tribunal était serein,